Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la nouvelle série Elles font la mode. Vous êtes-vous déjà demandé comment le t-shirt que vous portez a été fabriqué ? Non, mais je veux dire, vraiment fabriqué. Pas seulement dans quel pays et dans quelles conditions, mais qui est l'agricultrice ou l'agriculteur qui a récolté la matière première ? Qui est là ou le modéliste ? La teinturière ou le teinturier ? Comment fonctionne l'usine dans laquelle il a été confectionné ? Dans cette série, Elles font la mode, j'ai décidé de partir à la rencontre de celles que l'on ne voit pas, de ces femmes qui œuvrent dans l'ombre à la fabrication de nos vêtements, loin des visages d'Instagram. Elles sont agricultrices, modélistes, teinturières, travaillent dans la confection ou dans les usines de fabrication et elles font la mode. Pour le premier épisode de cette série, direction Sommervieux en Normandie pour donner la parole à Méline Schmitt. Méline est agricultrice de père en fille et récemment, elle a décidé, avec tout le courage et les risques que cela implique, de cultiver du lin biologique. Avec Méline, nous avons parlé de cette fibre textile passionnante, des étapes entre la récolte du lin et sa transformation en vêtements, ou encore de comment le réchauffement climatique impacte son métier, notre planète et notre futur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Méline. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, à Sommervieux. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous êtes agricultrice, enfin, on peut dire même linicultrice, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes un peu tombée dans ce métier ? Pourquoi vous l'avez choisi ? Depuis combien de temps vous l'exercez ? Voilà, très rapidement, un peu qui vous êtes en quelques mots. Donc, j'ai repris la ferme de mes parents en 2017. Du coup, après les études, j'ai travaillé dans le milieu agricole en tant que consultante en production végétale. Donc, j'ai toujours été quand même attirée par cette filière. Dès petite, c'était un de mes métiers. Voilà, je voulais être agricultrice. Okay. Et donc, après quelques années de travail dans le milieu privé, je me suis donc installée, repris la ferme, et du coup il y avait du lin déjà d'installer sur la ferme. C'est une culture que je suivais avec mon père aussi historiquement, que j'appréciais beaucoup, et donc j'ai voulu garder dans la rotation. Et de même, quand j'ai converti au bio la ferme du coup, en 2019, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi de continuer malgré les difficultés, les risques plus importants en fait qu'on a à cultiver du lin en bio. Pour aussi en même temps participer à la construction de cette filière de textile plus locale, voilà, plus engagée, avec l'association qu'il y avait autour, quoi. Ok, voilà. Hyper intéressant. On va en parler justement de cette conversion un petit peu. Donc c'est ce que j'ai lu sur le site de l'Important. Alors je rappelle rapidement ce qu'est l'Important. C'est une coopérative qui a mis en place une unité industrielle près de Caen pour tricoter, couper et confectionner des t-shirts en lin biologique. C'est ça, hein, je me trompe pas ? Oui, c'est ça. Ok. Et donc vous dirigez la première exploitation linière de la plaine de Caen à s'être convertie à l'agriculture bio. C'est ça ou pas ? Oui, ça fait un peu... C'est ce que j'ai lu sur le site. C'est un grand titre. Oui, c'est ce qui est indiqué sur le site parce qu'effectivement, donc historique. Enfin, le lin est une culture qui est faite donc dans le secteur. C'est un des meilleurs terroirs pour cultiver du lin. Mais la difficulté de la culture fait que elle est historiquement aussi faite en conventionnel. Okay. On en trouvait bien avant naturel, mais c'est différent. Et du coup, quand j'ai converti en 2019, effectivement, dans cette zone, alors là, c'est plutôt Bessin, c'est pas Plaine de Caen, mais d'accord. Voilà, c'est la limite. La Plaine de Caen est toute proche. Et quand j'ai converti, j'étais effectivement la seule dans ce secteur Bessin, Plaine de Caen, en fille grande culture, à convertir en bio et à faire du lin. Donc après, j'ai un collègue très proche qui m'a suivi.
Mais oui, on peut dire ça si on veut, quoi. Okay. Et alors cette conversion, elle est venue, en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion Quand je me suis installée, c'était un projet en fait. Enfin, okay, dans dès mon le prévisionnel départ, d'installation, okay. Je l'ai fait 1 an. Ça a été décalé d'1 an pour un souci de santé. Okay. Mais je savais que je voulais passer en bio dans mon projet d'installation. Ok. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui était ancré dès le départ, quoi. Oui, après parce que j'ai pas du tout d'une manière opportuniste. Elle est très réfléchie. Ma conversion, c'est pas du tout simple. Si j'avais voulu gagner de l'argent et être plus peinard, bien que l'agriculture, d'une manière générale, ce n'est pas du tout peinard. Ouais. Mais là, on amplifie. Oui, déjà, on choisit peut-être pas ce métier. Oui, c'est ça. Ouais. On amplifie les contraintes et parce que j'ai travaillé. En fait, j'étais consultante indépendante en production végétale, donc dans le conseil, sans vente du tout de produits, mais dans la vente de conseils, j'ai vu ce que les phytos, ça peut être très pratique, mais que ça marchait plus non plus, les problèmes que ça causait, etc. Et voilà, je me sentais pas forcément bien avec. Et bon, il y a plein d'autres problèmes, du coup. Mais je me doute, mais justement, on va en parler de cette conversion. Donc, comment ça se passe quand on veut passer en bio? Et surtout, quelles difficultés, en fait, vous rencontrez spécifiquement liées au lin bio? Alors, ouais, spécifique au lin. Disons que quand on passe en bio, réglementairement, il y a une date de conversion. Ok. Donc on convertit une parcelle, mais après c'est bien le produit qui est sur la parcelle qui part en bio, en fait, dans un débouché bio ou conversion pendant 2 ans. 2 à 3 ans, en fait, selon la date de semis et la date de récolte. Donc, c'est un petit mécanisme. Et donc une fois ces 2 à 3 ans passés, on a effectivement la quasi-totalité des produits qui peuvent partir en bio, si on a converti tout le parcellaire de l'exploitation. Et ensuite, c'est une histoire de rotation. Donc, c'est le lin bio, on peut pas dire, spécifiquement si vous voulez, mais c'est vraiment, on fait pas que du lin bio. En fait, on réfléchit vraiment une rotation parce que le lin, pour respecter, c'est 6 à 7 ans minimum. Pour éviter les problèmes de maladies récurrentes, etc. Et du coup, entre deux, on va essayer de caler plein de cultures différentes, d'autant plus en bio. Et pour conférer justement une terre au lin qui va être propre. Ça veut dire qu'on a une rotation avec plutôt des luzernes, un blé, puis un lin. Le lin va venir au début de rotation pour bénéficier, en théorie, d'une terre plus propre. Alors quand je dis propre, oui, c'est peut-être... ça veut dire où on va trouver le moins de mauvaises herbes, adventices, ou on va l'appeler plutôt flore indésirable, voilà, ou flore spontanée pour être plus dans les mots justes. Et donc on va essayer de tourner pour sortir le meilleur de la culture avec nos sols et la météo. Ok. Et oui, parce que quand on traite pas, on est encore plus soumis aux aléas climatiques, non? On n'a pas de réparation possible. Donc et d'autant plus en lin, où on a un cycle, en tout cas en lin de printemps, un cycle court. On sème en bio un peu plus tard, on va dire les lins d'avril sont très bien. On va l'arracher du coup en juillet et il est récolté, si tout va bien, fin août. Donc c'est un cycle court et moins on intervient sur le lin en végétation, mieux c'est, parce qu'à chaque fois on l'abîme. Donc c'est l'implantation qui compte énormément. Donc là c'est une plante à pivot, donc tout se joue là, en tout cas en bio. Faut pas se rater. Et c'est pour ça que dans notre rotation, il faut réfléchir à faire des bonnes conditions d'installation. Et oui, parce qu'il n'y a pas de correction. Et alors le lin bio, vous parliez de spécificité. Oui, en fait c'est la différence, parce qu'en fait quand on parle de bio, c'est on a des débouchés, on pense souvent alimentation. Et justement, il faut qu'on clarifie les choses, parce que même au niveau des organismes certificateurs, c'est pas clair. On a le label bio pour tout ce qui est plutôt les graines, par exemple. Le lin graine va bénéficier du label bio pour le textile, la fibre. On a un label qui s'appelle GOTS, Global Organic Textile Standard. Voilà, donc qui est international. C'est une certification différente. Et toute la chaîne du lin de transformation de la fibre doit être certifiée GOTS. Donc nous, on est certifié bio. La parcelle est certifiée bio, donc le lin qui sort est bio. Mais après, c'est une certification GOTS qui prend le relais au niveau du taillage. Okay. Donc là, et on est en train de clarifier parce que du coup, c'est pas clair à ce niveau-là. Et voilà, le lin conversion a pu intégrer le lin biologique parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes et très peu de matière. Ok. Oui, parce que j'allais vous demander, on a quelques chiffres un petit peu sur ce que représente le lin bio par rapport à... Ah, c'est une niche dans la niche. C'est vraiment peanut. Je voudrais pas me tromper, ça doit être 1 à 2%. Oui, c'est vraiment tout textile. petit Ah encore. oui. Ouais.
Et Oui, c'est pour sûr. quelle raison ? Selon vous ? Historiquement, alors il y a plusieurs choses. Le prix, parce qu'on préfère s'acheter 10 t-shirts par mois à 4 balles. Donc là, on se dit c'est pas possible quand on a vu ce que c'est que l'industrie du textile. Ouais. La désindustrialisation de la France, en fait, voilà, il y avait des petits teillages partout. Il y en avait pas loin d'ici. Il y en avait en Bretagne. Donc tout ça a disparu. Voilà, au profit des localisations, l'histoire de coûts, de main d'œuvre, etc. Ouais. Et voilà, sur le même principe que tous les mécanismes de désindustrialisation de la France. En fait, c'est la même chose que pour le textile dans son ensemble, quoi. Et puis avoir des tissus plus faciles à laver, plus fins. Enfin voilà, il y a tout. Et parce que ça demande énormément d'outils industriels, de main d'œuvre. Et ça, on l'a perdu. De toute façon, ça. On va y revenir, on va en parler dans le détail, mais déjà, j'aimerais qu'on parle un petit peu du dérèglement climatique. Parce que c'est vrai que cet été, on en a plus parlé, ou en tout cas peut-être que les médias en ont mieux parlé. On liait tout ce qui était sécheresse, manque d'eau, feu au réchauffement climatique. Comment on vit ça en tant qu'agricultrice ? On vit ça avec crainte. Et avec, c'est une adaptation toutes les heures, quoi. Ouais. Alors, la météo, ici, c'est souvent un climat changeant avec les marées, un climat qui est relativement tempéré quand même. Il fait jamais très froid, jamais très chaud. C'est ce qui fait au lin aussi, ce qui fait que c'est propice au lin. Que ça marche, ouais. Mais effectivement, on a de plus en plus de longues périodes du même temps. Et en fait, on dit souvent en agriculture, le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Et on a eu ça fait 2 ans qu'on a des difficultés, par exemple, au printemps, où on va avoir 2 mois de vent d'est. Donc le vent d'est, ça amène un temps hyper sec qui crame tout. Et là, donc ça peut donner des bonnes conditions pour semer parce qu'on arrive à avoir un sol suffisamment ressuyé pour intervenir. Mais après, toute intervention sur les cultures va stresser énormément la culture. En fait, la culture est super... Et c'est là où c'est compliqué d'intervenir. Donc c'est bon... Une année fait pas l'autre, donc toujours des remises en question, toujours des adaptations. Et parfois, on pouvait avoir des petits signes de la nature. Enfin, on se fie à des choses quand même quand on vit dans la nature. Enfin, mais ça marche plus. Du coup, c'est vrai que c'est très compliqué à s'adapter. Et à un moment, on va plus pouvoir s'adapter. Voilà, le lin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du chanvre, parce que peut-être que c'est une nouvelle culture qu'on va pouvoir intégrer en partie pour pallier et s'adapter et remplacer progressivement. Alors remplacer, non, j'ai vraiment pas envie de dire ce mot-là, mais compenser, peut-être ouais. Compléter le lin. En fait, le fait de cultiver une plante textile, parce qu'il va être un peu plus rustique en termes de conditions climatiques, quoi. Voilà, il y a une évolution. Aujourd'hui, les variétés sont pas travaillées par rapport à ce climat-là, parce que en même temps, c'est des règlements, donc on peut même pas dire il fait plus chaud ou il pleut plus ou il fait plus froid. Et ça c'est compliqué pour prévoir les choses. On peut être amené à décaler des dates de semis. Du coup, moins pour le lin. Moi, je sème au printemps. Mais pour tout ce qui est culture d'automne, du coup, c'est plus les mêmes variétés. Enfin, ça remet en cause souvent beaucoup de choses. Ça peut faire mal parce qu'on peut conduire une culture bien et à la fin, on a eu des conditions. Cet été, le sec. Vous savez, le lin, faut qu'il rouisse au sol. Et pour ça, il faut des petites pluies régulières l'été. Une humidité, en fait. Et quand il fait sec, il rouille pas du tout. Et il s'abîme, en fait, il crame au soleil. Donc après, ça donne des lins. D'où les soucis aujourd'hui, en plus des dérèglements de marché, de contexte mondiaux. On a très peu de matière parce qu'on a eu de la très mauvaise qualité, que ce soit en bio ou en conventionnel, à cause du temps, quoi. Ça fait 2 ans. Ah ouais. Et donc ça entraîne... c'est l'effet sucre quand toute la filière en pâtit. Et oui, parce que si à la base l'agriculture ça fonctionne pas, derrière le vêtement fonctionne pas, quoi. Ok, donc parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens aujourd'hui encore malheureusement qui ne voient pas le dérèglement climatique, ou en tout cas qui n'arrivent pas à se dire ça nous touche vraiment. Mais vous pouvez l'assurer, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même, parce que j'ai pas une longue carrière non plus, mais parce que moi je me sens aussi responsable. Et du coup, je pense agir je fais ce que je peux. On a toujours tout à s'améliorer, mais et c'est vrai que les gens ne prennent pas forcément confiance ou ne se rendent pas responsables eux-mêmes en reportant la cause beaucoup sur les politiques, le gouvernement, en fait. Mais chacun a sa part à faire, même s'il y a une énorme volonté politique à
voilà, à avoir. Mais oui, c'est quelque chose quand j'entends dire ouais non mais c'est chiant là, il pleut, ouais c'est froid. Bah ouais mais en fait c'est cool parce que tu te rappelles cet été, t'avais plus le droit d'arroser ton jardin ou ah bah là c'est cool, il fait beau à Noël 18 degrés. Bah non en fait c'est super grave. Et bah oui, on a le droit de dire que c'est agréable, mais en fait c'est de se rendre compte et d'essayer d'agir en tout cas ou dans ses pratiques. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a tellement d'incohérences. C'est une autre. C'est un autre débat, mais mais c'est en clair tout cas, que parfois ça pose vraiment question. Ça pose vraiment question et ça fait flipper, Des abados par moment, des 2020, le cauchemar. Des rivières dans mes champs pendant 4 mois. Enfin, le cauchemar. Il pleut. Et là, il s'agit pas d'intervenir au sol. Enfin, là, on se dit, bah ouais, mais là, on peut pas semer la nourriture. Alors les gens ils voient pas ça comme ça. Nous c'est quand même notre revenu. Donc évidemment ça nous touche direct. Mais moi en regardant plus lointain, c'est quand même la base de la vie quoi. Et c'est vrai que c'est là où on prend conscience aussi de l'importance de l'agriculture quoi. Pour tout. Oui. Et puis même on décorrèle souvent, je trouve, le vêtement de l'agriculture, mais en fait sans agriculture. Pour revenir au lin. Qui marque en plus énormément ces problèmes climatiques et de conditions de sol, du fait de sa physiologie, du fait qu'il est très bien dans nos terres, mais c'est du limon battant, super fragile, du coup à la battance, donc une petite croûte qui se fait en surface du sol, qui est due en fait à l'eau qui peut tomber trop fort ou trop longtemps. Sur les limons, c'est une texture très, très fine de sol en fait. Et du coup, ça fait une petite plaque comme ça qui empêche la respiration. Donc tout ça, on entretient avec la matière organique. On essaye de faire au mieux, mais ça reste notre texture d'ici, avec des super terres parfois plutôt pleines de camps, 1 mètre de profondeur d'éléments. Et là, c'est privilégié pour le lin, c'est sûr. Mais c'est des terres super fragiles qui reflètent beaucoup les erreurs qu'on peut faire avec nos outils, qui vont refléter tout de suite le temps, le sol. Et donc, c'est vrai que pour des cultures comme ça, qui en plus, un cycle court, ça veut dire moins de temps pour pouvoir récupérer. C'est pas comme un blé, une graine égale une tige. On va pas avoir une graine qui tale et qui peut donner 3 tiges, par exemple. Donc voilà. Ouais, ok. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Un peu stressant aussi, mais avec tout ce qui se passe. Mais faut intéressant. Rester positif. Ouais, c'est ça. On agit pour. Ouais, bien sûr. Et alors, même si vous l'avez rapidement expliqué, est-ce qu'on peut revenir peut-être de façon assez schématique sur comment on cultive, comment on récolte le lin et quelles sont un peu les différentes étapes selon les mois de la graine jusqu'au t-shirt. Alors, on va prendre le t-shirt parce que c'est ce qui est le plus simple, mais jusqu'au vêtement, quoi. Eh bien oui, donc ça commence par une petite graine. On a 2 périodes pour semer avec des variétés adaptées, soit l'hiver, soit le printemps. En bio, plus couramment, on fait quand même du lin de printemps pour mieux maîtriser sur des cycles plus courts, parce que plus le cycle s'allonge, plus on a risque de salissement, donc d'envahissement de mauvaises herbes et de maladies. Donc on décale par rapport à une date, on va dire, en conventionnel, où on va semer plus au mois de mars. On va décaler à mi-avril à peu près, première quinzaine d'avril, pour avoir un sol réchauffé. Et qui pour permettre à la graine de germer rapidement et de se développer rapidement. Première raison donc là je vous parle vraiment de l'itinéraire en bio. Première raison pour que en fait c'est la notion d'évitement par rapport à des petites bestioles qui s'appellent les altises, des petits coléoptères qui en fait vont venir manger directement les cotylédons et vont complètement affaiblir la feuille, la plante, et faire mourir du coup la plante au final. Et donc ça va dépendre des années. Parfois, on n'est pas embêté, parfois, c'est la galère. Donc, la galère, c'est souvent quand, du coup, il fait sec et chaud. Ça grouille partout au sol et que le lin part pas bien. Donc, il végète, il va pas assez vite, en fait. Donc, il reste dans une période de risque trop longtemps. Quand on a une levée hétérogène, donc des lignes qui lèvent, des lignes qui lèvent pas, c'était mon cas il y a 2 ans. Et parce que le semis n'est pas forcément bien appuyé. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ouais, plein de raisons. Une fois qu'il est parti, il va faire ses petits cotylédons, les premières, on appelle le stade cœur. Ensuite, la première corolle de feuilles. À cette date-là, on peut appliquer du zinc, en fait, qui est autorisé, donc la matière zinc, parce que le lin est une culture qui est très exigeante en zinc dans cette première période de son cycle, comme le blé il est pour l'azote, par exemple.
par contre très peu d'azote pour le lin. Et donc à un moment, il va se mettre, à partir de 6-7 cm, il va se mettre à pousser extrêmement vite. Et donc là, on va arriver début mai, et pendant 1 mois, il va pousser jusqu'à l'objectif de 90 cm, 1 mètre au mieux. Et l'enjeu, donc c'est de ne pas qu'il verse, en fait, parce qu'il peut se pencher. Quand notamment on a un sol trop riche en matière organique, en azote. Donc en conventionnel, on peut utiliser des régulateurs de croissance qu'on n'a pas en bio. Donc c'est encore une fois l'histoire de la rotation, de la maîtrise de la fertilisation organique qui va jouer. Et au bout de, donc souvent mi-juin, il fleurit. Donc là, on a la super fleur bleue qu'on aime tous, et éphémère, qui s'ouvre, qui meurt le soir, et après c'est une autre qui s'ouvre. Et donc mi-juin, on a ces champs bleus là partout en Normandie, c'est joli. À partir de ce moment-là, il grandit plus, ou il prend 1 main. En fait, on mesure donc ça dépend de la taille de main. Ouais. Moi, elle est un peu petite. Ça fait 10 cm. En gros, on dit 8 mains, 7 mains. Et on dit qu'une fois la floraison passée, en floraison, il peut encore prendre 1 main, et après, sa taille s'arrête. Okay. Et on recherche un minimum de 60-70 cm de hauteur pour pouvoir tailler le lin, pour avoir une fibre suffisamment longue, pour qu'ensuite on récupère de la fibre longue pour faire des vêtements, du textile, du tissu de qualité. Une fois qu'il a fleuri, il va commencer à jaunir, marronir un peu. Et en général, on va dire début juillet, il atteint sa maturité, on le fauche. Non, on l'arrache. En plus, j'ai dit, voilà, je confonds avec l'eau chanvre. Donc, on l'arrache, à la différence justement du chanvre, du blé. En fait, comme on fauche, on moissonne le blé. Là, on l'arrache parce que par définition, la fibre, elle est super solide. Donc, on prend le petit bout de racine qui vient avec des arracheuses, donc des machines très spécifiques au lin, qui arrachent donc le rang et qui posent au sol, donc d'une manière parallèle, des grandes nappes comme ça, comme les andins de paille, mais bien rangées. Les têtes tous du même côté, les pieds tous du même côté. Et donc là, on va attendre un peu de pluie, qu'un champignon donc bénéfique se fasse sur la tige et confère la richesse du lin, en simplifiant. Et donc ça va dépendre en fait du climat. Et donc là, c'est que le climat qui joue. En bio, on a ce souci à ce niveau-là. Donc là, j'ai été un peu vite dans l'itinéraire, mais oui, entre-temps, on essaye de maintenir la parcelle propre. Et donc ça, c'est un gros enjeu. Parce que c'est pour ça que le lin, faut qu'il pousse vite aussi, pour limiter la pousse des mauvaises herbes, en fait, faire couvrir. Et donc, on a des moyens pour intervenir en bio quand même, en désherbage mécanique, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on passe, on estime 5, 10, 15% de perte de pied à chaque fois qu'on passe un outil mécanique. Ah oui. Donc, on peut avoir la RC Tri, en fait, c'est un espèce de grand râteau qui va passer, et ça, on adapte l'agressivité des dents, en fait, qui passent, la vitesse au lin, aux mauvaises herbes. Donc, c'est toujours des histoires de compromis, mais de toute façon, on perd du lin. Donc on peut faire 1-2 passages, mais aussi à un moment, quand il dépasse 8-10 cm, on ne peut plus passer. D'une manière générale, ça dépend de son implantation. Après, on va avoir d'autres outils comme la bineuse. Encore faut-il... donc la bineuse, ça passe que entre les rangs. Encore faut-il qu'on ait un semoir qui permette un écartement entre rangs similaire à la bineuse. Donc c'est aussi une logique de matériel. Donc une fois qu'on est arrivé à l'arrachage, après... une fois au sol, on a toujours cette problématique de salissement, parce qu'avec les pluies, c'est au sol, mais la nature a horreur du vide, donc ça pousse partout. Donc on a un moyen de désherbage, entre guillemets, en bio pendant cette période de ruissage, ça s'appelle la souleveuse, qui désherbe pas du tout, en fait, mais qui permet de lever la nappe de lin, donc toutes les tiges au sol, de relever, de détacher la nappe des éventuelles mauvaises herbes qui sont sur le sol. Donc là, pouvoir faire 1 fois, 2 fois ou 0, en fait, selon comment ça se passe. En fait, une fois le ruissage, alors on a une grosse période où on va dire jusqu'à début mi-août, il rouille donc d'un côté. C'est le contact avec le sol et la pluie, qui fait rouir la fibre. Donc on va le retourner avec une retourneuse, et qui est aussi spécifique au lin, qui prend les andins, qui les retourne, qui les met de l'autre côté. Donc là, on entend encore un peu, mais c'est plus rapide que la deuxième phase, plus rouillère aussi. Et ensuite, on enroule. Et donc, on enroule avec des enrouleuses, des botteleuses, les mêmes que le blé, que pour la paille. Et on rentre, en fait, quand on enroule le lin, on s'arrange pour le rentrer aussitôt
chez nous, à l'abri, parce qu'en fait, c'est pas comme la paille de blé, c'est imperméable. Du coup, faut pas du tout qu'il pleuve dessus, parce que là, ça fait pourrir la fibre. Donc voilà, c'est toujours la va-vite, parce que moi, j'ai pas mon matériel, personnellement, donc je fais intervenir des entrepreneurs ou les matériels de la coopérative linière dans laquelle je fais partie. Et donc voilà, c'est une grosse logistique au moment des enroulages. Et donc après, on rentre le lin dans le hangar. Il reste 7, 8 mois, 9 mois en stockage. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir quand on fait du lin. Et il travaille toujours un peu. On dit que quand il est en stockage, la fibre se fait encore un petit peu. Après le rouissage au champ, il y a une maturation qui se fait aussi pendant le stockage. Okay. Et ensuite, on attend un peu notre tour à la coopérative de teillage. Alors ça peut être soit des coopératives, soit des privés qui peuvent avoir ces outils-là. Et ensuite, on va livrer à notre coopérative pour tailler. Donc là, c'est plus chez moi que ça se passe. C'est toute une filière pour avoir jusqu'à la fibre sortie. Donc le teillage, en fait, c'est un ensemble de procédés uniquement mécaniques qui bat, en fait, qui un peu comme le principe de la moissonneuse-batteuse finalement, qui bat la fibre pour enlever donc la tige de lin, pour enlever on va dire la paille et ressortir juste la fibre pour le coup. Et donc ça nous fait après des petites bottes de fibres de lin qui vont ensuite, une fois le teillage fait, passer dans un peignage. Donc là, c'est magnifique parce qu'en fait, on peigne un peu le fil. Et c'est comme des cheveux, ça fait des rouleaux on peut pas l'appeler fil encore, mais de lin comme ça, c'est magnifique. Et après, on a différents procédés, peignage. Ensuite, on va avoir la filature qui va sortir le fil. Et après, on va avoir, une fois le fil, tout le processus de confection, ennoblissement, teinture, tricotage, etc. quoi. Ouais, pour arriver jusqu'au vêtement. Et ensuite, modélisme. Bien sûr. Et ça, généralement, si on doit résumer, entre le moment où on plante la graine et le moment où on sort un vêtement, il se passe combien de temps pour 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ah oui, quand même. Ouais. C'est là que c'est d'autant plus difficile à prévoir un prix. Et quand le t-shirt, il sera acheté 2 ans après, quoi. Ouais. Parce que si vous voulez, déjà, je sème en mois d'avril. Donc, c'est dans mon hangar au mois de septembre, on va dire. Je livre, il est au teillage au mois de mai, juin, N+1. Temps du teillage, etc. Le fil sort, confectionné, ça fait du printemps N+2, quoi. Minimum, ouais. Oui, donc effectivement, pour prévoir les prix, c'est quand même vraiment pas évident. Et la France est le premier producteur de lin au monde. Comment on l'explique ? Est-ce que c'est lié à notre géographie, notre climat, notre histoire ? Et encore, je dis climat, même si c'est en train de changer. Donc, oui, c'est ça. C'est comme je disais, on est le terroir. C'est par rapport aux conditions pédoclimatiques. Ok. Donc c'est bordure maritime, terre calcaire, limon profond, climat tempéré. Et du coup, on a France, Belgique, Pays-Bas qui sont les principaux acteurs dans la production de lin. Ok. Et donc Danemark un peu. Ouais. Et est-ce que le dérèglement climatique peut compromettre tout ça ? Oui, tout à fait. Ok. Après, principaux producteurs lin en qualité surtout. D'accord. Parce qu'on va pouvoir trouver des hectares de lin en Asie, mais ils peuvent pas avoir la qualité qu'on a là. Oui, parce que c'est pas la même terre, le même climat. Et le savoir-faire est là. Bien sûr. Ouais. Mais avec le réchauffement climatique, ça peut changer. On va voir. Ce que ça donne. Ok. Bon, on verra dans les prochaines années. Ok, tant mieux. On va essayer de conserver tout ça. Par contre, le tissage, la confection, une grande partie sont réalisés en Asie. Bon, on va revenir parce que vous vous battez quand même pour relocaliser tout ça, mais la réalité, c'est quand même qu'une partie de ce tissage et de cette confection sont faites ailleurs en Asie. Pour quelles raisons ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a perdu le savoir-faire, c'est que... c'est ça. Désindustrialisation, donc les gens ils vont travailler ailleurs et perte totale de savoir-faire. Aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes de main-d'œuvre et en plus du problème de main-d'œuvre des gens qui veulent pas travailler, on a le problème de ce savoir-faire qui est complètement perdu, de la couture, du tricotage, etc. quoi. Et donc ça a été pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Ça a été délocalisé et aujourd'hui on peine à remettre cette filière en France alors qu'on a la matière première quoi. Oui, c'est fou de se dire on a le problème avec le bois, toute notre richesse part
et on laisse partir, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment triste. Mais là, ça fait quand même là quelques années qu'on a de la confection et du tissage, si c'est pas en France, en Europe. Hein. Donc c'est vrai que ça. Mais évidemment, le t-shirt, c'est pas 4 €. Ouais. Parce que nous, on paye des gens, on a des sécurités sociales, on a. Voilà. Oui, ouais. On a en même des temps, machines, ça ne devrait pas coûter 4 une €. fibre de qualité. Ouais. Non. Ouais. Mais ça, c'est tout un travail à refaire. Mais donc, vous œuvrez, en tout cas, vous vous battez un petit peu pour cette relocalisation de toute la filière du lin, ce qui ferait sens finalement, parce qu'on a la matière première, donc de se dire, on envoie tout ça en Asie pour que ça revienne après chez nous, ça n'a pas de sens. On en est où de cette relocalisation En plein dedans. Après, faut pas croire non plus que l'Europe ou la France, loin, sera capable d'englober toutes les productions de lin. Ouais. On en est là aujourd'hui et les machines qu'on a pour le lin, la connaissance qu'on en a, c'est aussi parce que historiquement, on avait un client chinois hyper important qui a permis de développer tout ça en fait. Donc de toute façon, on continue à travailler avec. Le problème, c'est qu'il faut pas qui maîtrisent le marché, si je peux dire, et qui maîtrisent tout. Ils sont capables, là, c'est eux qui dérèglent un peu le marché parce qu'ils sont capables d'acheter à des prix exorbitants pour maîtriser. Et donc, l'idée, c'est quand même de faire un peu sens et de garder notre matière, notre richesse et d'en vivre. Et puis, c'est beaucoup plus épanouissant, c'est beaucoup plus logique, écologique, évidemment, aussi. Et donc, on en est où ? On en est à, justement, aujourd'hui, on a la production, on a l'étayage, on a les filatures qui reviennent en France. Il y en a 2 qui sont en pleine création, mais déjà bien avancées, 2 projets qui sont plus qu'à l'état de projet. Donc, en Normandie et dans le Nord à Béthune. Donc, il y a 2 gros acteurs là-dessus. On a tout ce qui est ennoblissement, teinture, on en a en Alsace. Voilà, il y a du tissage, du tricotage à Troyes. Enfin, on a toutes les entités. Aujourd'hui, la filature avec qui on travaille pas mal, donc Safilin pour pas la citer, a une unité en Pologne et donc il est en train de relocaliser, à monter sa filature aussi dans le Nord. Mais c'est des choses qu'on a après. C'est de la jouer filière, quoi. Ça va prendre si on arrive à avoir une cohérence du producteur jusqu'au confectionneur pour rémunérer le producteur de son travail, mais aussi pour vendre un vêtement qui soit achetable en fait. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, les prix sont forts et donc on a les acteurs qui se détachent en fait et qui vont se reporter sur d'autres matières. Donc quand ça reste du coton bio, c'est bien. Après, on a des choses qui peuvent être faites qui sont aussi intéressantes, c'est du mélange. En fait, du lin et du coton, du lin et de la laine, ça fait des vêtements sympas qui peuvent pallier dans un certain intervalle au prix qui vient en grosse partie aussi du manque de matière en fait qu'on a là quand on reste dans le lin bio. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres peut-être pour nous rendre compte un peu d'à quel point c'est déréglé ? Alors disons que historiquement, nous en tant qu'agriculteurs, donc la balle de lin part au teillage et ensuite donc ça sort en fibre et donc on est rémunéré au kilo de fibre longue, donc en euros par kilo de fibre longue. Donc faut savoir effectivement historiquement on tournait autour dans les 2 à 3 euros le kilo et aujourd'hui donc même en conventionnel on arrive à des prix qui vont de 6 à 7 euros le kilo sur le marché, donc des prix qui sont pas absorbables par la suite de la filière et notamment quand ça arrive au niveau de la filature après le teillage et n'en parlons pas pour aller ensuite acheter un t-shirt avec une fibre qui a eu ce coup-là à la base. Okay. Donc pour des producteurs c'est super mais on sait que c'est pas durable pour la filière. Ouais. Et vous dépendez de la filière de toute façon. Exactement. Je veux dire, voilà. Parce qu'en plus en bio on espère et on mérite au moins 1 euro de plus le kilo et aujourd'hui dans le cadre de notre éthique de filière c'est pas gérable quoi. Ouais. Okay. Donc on est en pleine évolution mais c'est aussi un contexte difficile pour évoluer, pour cette relocalisation, etc. Ok. Et vous avez aussi parlé rapidement de certaines années, il est de qualité, d'autres années, il est pas de qualité, le lin. Et donc, j'imagine que ça aussi, on vous l'achète pas. Enfin, tout ça dépend un peu. Mais comment on juge cette qualité d'ailleurs ?
Oui, donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on l'achète, mais ça va dépendre du prix. Ouais. Et la qualité, elle est jugée au toucher par des experts, en fait. C'est vraiment de l'expertise de comparaison. En fait, on a 5 notes pour définir un échantillon de lin. On va avoir la note sur la couleur, sur la richesse, la solidité, la force. Et ensuite, ça va 1, 2, 3, 4, 5, en fait. Et ça fait 2, 4, 3, 2, 5, 5, c'est 5, 4, 2. Et en fonction de ça, en fait, on a une qualité et un prix qui sort derrière. Ok. Et pour le chanvre, c'est on est en train de faire, parce que ce qui est magique, c'est que la paille de chanvre au champ, elle fait beaucoup plus, enfin, ça fait plus moche un peu que le lin, ça fait un peu plus désordonné, c'est plus grossier. Mais à la sortie du teillage, c'est exactement, enfin, ça nous donne un échantillon, comme le lin, en fait. Okay. On est capable, selon la qualité, la finesse surtout, c'est la finesse qui va jouer de la fibre, de sortir du fil très fin, comme le lin. Et on va voir, on peut aller appliquer le même principe de notation, quoi. Ok. L'idée, c'est d'aller. Et ça, vous êtes comparer. En train de le construire comme une charte de qualité qui est en train d'être. Et donc, de charte. Alors, là, c'est pas de charte qualité que j'allais parler, mais on est en train de construire. C'est une filière émergente, là, la filière chanvre textile de fibres longues. Et on est en train d'émerger. Donc, c'est une filière. Donc, faut pas se louper, en fait. C'est une filière qui émerge. Donc, faut se barricader pour que ce soit durable. Et donc, on a élaboré avec l'association La Chanvre Bio une charte pour l'engagement de tous les acteurs, en fait. L'engagement des producteurs, l'engagement des tailleurs, l'engagement des filateurs pour un prix, pour reconnaître le savoir-faire, l'expérimentation et l'information qu'a apporté l'association, parce que c'est avec l'association qu'on a travaillé ça. Donc adhésion à l'association, les producteurs payent une cotisation à l'hectare de chanvre cultivé pour que derrière le chanvre, on fasse pas n'importe quoi, en fait. On dit que c'est une plante rustique, mais il faut pas non plus l'implanter sur n'importe quelle terre. Et donc, il y a un itinéraire technique défini pour mettre sur le marché des fibres de qualité et pouvoir construire une belle filière, en fait, et pas décevoir les acteurs et que ce soit durable. Ok, voilà. Ok, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, on l'a rapidement évoqué. Enfin, c'était dans une de mes questions où je vous disais, c'est vrai que nous en France, on récolte principalement le lin et on envoie une grande partie en Asie. Est-ce qu'on a des chiffres sur ça, sur ce que ça représente ? Alors, on va dire que la France produit 80% du lin mondial. Mais jusqu'à aujourd'hui, mais franchement, c'est en train de changer. 90% de cette production était exportée en Chine, en Asie. C'est quand même. Donc, ça fait bizarre. Ouais. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est vraiment toute une richesse qui part. Ouais, d'où l'importance de tout ça, en fait, de tout ce travail de relocalisation. Voilà. Et pour le chanvre, d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Ça n'existe qu'ici. Parce que là, je me pose la question. Ça n'existe pas qu'ici. On a des collègues qui en font plus au sud de la Normandie, là. Charente, etc., mais avec une technique différente, de fibres courtes, en fait, mais en fibres longues, c'est la première. Ok. Et ça, par contre, le chanvre reste de façon locale, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas exporté. On est en train de justement construire cette filière et on a mis en place cette charte pour ça. Pour éviter que. Parce que au moins dans les premières années, déjà, peu importe. Mais oui, on va pas s'interdire d'en exporter. Mais là, nos amis asiatiques attendent qu'une chose. Ils vont être capables d'acheter la super machine. Enfin, il faut que tout le monde joue le jeu, même le constructeur. D'acheter la machine très chère pour s'approprier tout. Hein. Eux, quand ils ont un objectif, ils y vont. Peu importe comment ça fait autour d'eux. Mais donc, cette charte est faite pour rester éthique entre nous et qu'on garde notre matière et notre richesse. Ouais. Que ça fasse pas comme le lin. Exactement. Qu'on maîtrise la fibre jusqu'au bout pour qu'on en ait la plus-value, en fait. Ok. Bon, j'espère que donc qu'on arrivera à ça. Ok. Pour terminer aussi sur la relocalisation, est-ce que vous demandez un soutien politique ? Je sais pas, au niveau des financements, par exemple, est-ce que vous l'avez ? Où est-ce que ça en est ? Ou est-ce que... Eh bien, on est en plein dedans aussi. On en parlait justement en conseil hier avec l'association. On va écrire... Alors, on en a déjà. La région a mis le paquet, notamment pour le chanvre, en finançant une partie de la faucheuse à chanvre. À ce niveau-là, il y a des choses de fait.
À l'inverse, parce que quand je vous disais le lin bio, c'est pas que le lin, c'est toute la rotation. À l'inverse, on a la nouvelle politique agricole commune pour 2023 et les années qui suivent a pas vraiment privilégié l'agriculture biologique par rapport à d'autres labels et a descendu des compétences en fait aux régions, puis à l'échelle de l'Europe, mais a descendu aux régions, par exemple l'aide à l'installation en agriculture biologique pour les jeunes agriculteurs. Donc là, la Normandie, le Nord, on est mauvais. La région ne donne, a pas du tout soutenu ça. Donc on va essayer de redemander un soutien spécifique en montrant les avantages du lin et du chanvre bio et que ça ne confère pas que sur une culture, mais une rotation, donc un territoire. En plus, avec le travail de relocalisation qu'on est en fait, donc maintien du tissu, de l'emploi local, toute une logique en fait qui se fait autour de ça. Et on va essayer d'écrire aux acteurs, on va dire plus locaux, plus autour de nous, s'ils peuvent, puisque l'Europe a décidé de pas nous soutenir. En gros, donc l'agence de l'eau qui nous aide, qui finance déjà en partie les travaux de l'association, qui est quand même là sur le terrain, mais agence de l'eau, région, département, ARS, donc pour la santé, parce qu'aujourd'hui c'est la crise énergétique, c'est la crise sanitaire. La première chose pour être en bonne santé, c'est bien manger. Donc le lin bio, ça fait partie de la rotation, donc ça veut dire que derrière on va aussi sortir des aliments bio. Donc c'est mettre tout ça en logique pour pouvoir vraiment prouver et essayer d'avoir un soutien beaucoup plus important parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis c'est, j'imagine, nécessaire pour vraiment arriver à cette relocalisation, à une vraie filière. Parce qu'en fait, on peut pas engager des gens, les agriculteurs à se convertir en bio avec trop d'incertitudes. On en a tellement déjà d'incertitudes. Il faut rassurer, il faut voir qu'on est soutenu. Il faut encourager. Aujourd'hui, l'agriculture bio, sans ses propres convictions, on va pas très loin. Hein. Ouais. Parce qu'on y croit, parce que c'est un choix, on est content, mais il faut donner du sens et faut être reconnu et il faut que les gens se rendent compte en fait de ce que ça veut dire, du travail qu'il y a derrière, quoi. C'est la Alors on n'est pas bon en communication non plus, donc on essaye là-dessus d'expliquer les choses. Les taillages, moi mon teillage il arrête pas d'être visité. On ouvre les portes, l'association répond à toutes les questions, donc il faut s'intéresser. Et ok. Et justement, vous souhaitez montrer les avantages du lin. Quels sont les avantages du lin dans le textile ? On dit souvent que c'est une fibre ultra écologique, qu'il y a pas besoin d'eau, très peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça ? Alors oui, déjà, le lin, même quand il est conventionnel, il est déjà beaucoup plus écologique que le coton OGM. Ouais. Bref. Mais j'allais dire en conventionnel, c'est pas non plus l'écologie totale, quoi. Ouais. On peut être amené à faire. Il y a des traitements, de désherbage, il y a des traitements insecticides, il y a des traitements régulateurs, fongicides. Donc, faut modérer un peu le côté, le côté écologique du lin d'une manière générale. Donc, il est écologique pur quand il est en bio. Voilà, on a un cahier des charges de toute façon qui interdit toute intervention phytosanitaire. Hormis certains oligo-éléments comme le zinc, par exemple. Ce que vous disiez. Après, c'est de la matière organique. Et l'avantage, donc, c'est déjà son itinéraire culturel, on va dire propre entre guillemets. Et après, au niveau de la fibre, donc c'est un procédé complètement mécanique de transformation. Le lin, on ne perd rien. En fait, il y a zéro déchet, quoi. On va utiliser, quand on taille, je vous disais, on bat pour récupérer la fibre. Donc, il reste des fibres courtes qu'on appelle les étoupes, qu'on va utiliser aussi dans d'autres débouchés que le textile. La graine, on la garde soit pour ressemer, soit dans l'alimentation animale, alimentaire, mais ça, c'est plutôt le lin graine, donc c'est un itinéraire technique différent. On a les anas, donc la poussière, et tout ça, c'est réutilisé pour faire des paillages, des biomatériaux, et on cherche justement aussi à utiliser la fibre qui serait de mauvaise qualité, mais comme ma récolte d'il y a 2 ans. On l'a réussi à être vendu, mais pour d'autres Nina, par exemple, a travaillé sur les fibres pour mettre sur les sols, le géotextile, voilà. Et donc, trouver plein d'applications, et il y en a plein, quoi. On met dans les vêtements de sport, dans les bateaux, dans les avions,
Et donc c'est quelque chose en plus qui est donc sans déchets, recyclable, donc biodégradable évidemment. Compliqué ceci dit parenthèse parce qu'une fibre c'est tellement solide que quand on la laisse aux gens c'est compliqué qu'elle se détériore. Ok. Et en plus après en termes de vêtements, c'est un vêtement voilà qui est super agréable à porter, qui est souple, qui est aéré. Et donc on associe en plus, plutôt d'ailleurs le lin à un vêtement d'été, à tort ou à raison? Oui, à tort ou à raison, c'est même pas ça. Oui, ça fait plus ça parce que ça peut paraître léger, mais en fait, on peut faire différentes fibres de lin. Et là, j'ai une collègue de l'association aussi qui est créatrice, Marion Lemaire, qui s'est fait une robe, mais le tissu est beaucoup plus épais. Enfin, c'est marrant. On peut vraiment faire selon la finesse du fil, l'adapter quoi. Voilà la transformation, comment on l'assemble. On peut faire différentes textures et faire des t-shirts plus épais, enfin des chemises. Et en fait, ça fait classe aussi, je trouve. Donc on peut complètement l'adapter aux saisons. Il n'y a pas de. Et après, c'est les teintures qu'on met dessus. Donc toutes les personnes qui travaillent dans un état d'esprit un peu éthique, et en tout cas dans le label GOTS, ont aussi des cahiers des charges en termes de teinture. Donc si on voulait faire le plus écologique possible, il faudrait faire 0 teinture. Donc c'est la couleur écrue, naturelle du lin en fait. Parce que le blanc, il est blanchi. Et ça, j'ai pu visiter tout ça. C'était énorme. Les entreprises en Alsace, c'est super intéressant. Soit de blanchiment par la chaleur, l'eau, et où après il y a les teintures. Mais on a des teintures écologiques en fait, plus naturelles. Et par exemple, quand on voit tous les problèmes de peau aussi aujourd'hui, ça joue énormément. Ouais, donc un t-shirt en lin bio avec une teinture plus écologique, plus naturelle, on est quand même sur un vêtement pas mal, quoi. En termes d'éco-responsabilité. Mais pas à 5 euros. Clairement pas à 5 euros. Plutôt 35, 40, voilà. Pour rémunérer correctement toute la filière. Exactement. Quoi. Et juste, on dit souvent que pour la culture du lin, on a besoin de très peu d'eau. Il a besoin de très peu d'eau pour pousser, c'est vrai ou pas En fait, oui, par rapport à d'autres cultures, très peu, mais quand même très peu, mais régulièrement. Ok, d'accord. Parce qu'il faut pas qu'il ait de stress. D'accord. Et donc il en a besoin régulièrement. Donc il a quand même besoin un peu d'eau. Pas trop parce que quand il pousse, on parle d'une croissance exponentielle en fait dans le mois de mai là. Et si ça pousse trop fort, il verse. Donc là, il en faut pas trop et ça le fait aussi. Ça encourage aussi l'oïdium, un champignon du coup qui se met dessus. Mais au rouissage, quand il est à terre, il faut aussi ces petites pluies régulières pour le faire rouillir, mais pas trop encore une fois, puisque là c'est les mauvaises herbes, c'est du mauvais champignon aussi qui se développe, qui fait pourrir la fibre. Donc voilà, pas trop. En fait, il faut un petit peu, mais pas trop, de tout. D'éléments minéraux, d'eau, de chaleur. Un juste et donc équilibre. Et donc c'est les excès aujourd'hui qu'on a qui posent problème, quoi. Et par rapport au chanvre, le chanvre a besoin. On voit il est rustique. Mais on a vu que dans les terres, il a quand même été capable d'atteindre 1m80, 2 mètres, malgré l'été sec là. Mais on a vu quand même que dans des terres plus profondes, il va quand même se développer davantage. Donc il valorise ce qu'il a, mais il est quand même capable de pousser, s'adapter. Et il rouille beaucoup plus vite. Lui, une bonne rosée, c'est une semaine de bonne rosée par rapport à un lin. Alors, c'est les premières observations depuis 3 ans que je vous donne. Donc, c'est vrai que... Oui, faut voir ce que ça donne sur la durée. Mais globalement, c'est quand même magique. Puis ça pousse. En 2 jours, c'est levé. Heureusement, parce que les corbeaux l'attaquent, le chanvre. Voilà. Mais en 2 jours, c'est levé et ça pousse très très vite. Encore plus vite que le lin. Parce qu'en fait, dans le même temps, à peu près dans le même temps, ça atteint pas 1 mètre, mais ça peut atteindre 2 mètres. Alors, faut pas que ce soit trop grand pour nos machines. Donc là, c'est un itinéraire spécial aussi qu'on est en train de construire. Et là, c'est la densité adaptée, parce que si on met pas assez dense, il grossit en taille, il s'allonge. C'est ce que ça m'a fait dans mon essai de première année, que j'ai dû brûler. Et donc là, il est pas fauchable par notre machine. Ah oui, ok. Donc on découvre cette plante aussi. Oui, vous adaptez en fonction des années. Elle a besoin des aussi bonnes, voire encore mieux, conditions d'implantation que le lin. Pour qu'elle pousse très vite, mais après un peu plus rustique et qui s'arrangerait plus facilement de conditions des aléas un peu plus climatiques. D'accord, c'est intéressant.
Pour revenir à l'industrie textile, vous comment vous la percevez aujourd'hui, l'industrie textile, et comment vous la voyez évoluer de façon plus générale pour un peu terminer notre échange? Comment je l'imagine? Oui, comment vous la percevez aujourd'hui, enfin un peu l'état de l'industrie textile aujourd'hui, et comment vous la voyez évoluer, comment vous aimeriez qu'elle évolue cette industrie textile? Moi, je trouve que ça fait peur, c'est grave quand j'entends, quand je vois, j'aime pas trop faire les magasins. Quand on se rend compte de tout ça, quand on a vu comment les étapes, les gens, les machines, les coûts qu'il faut pour faire un t-shirt, je veux dire, on voit les choses autrement et on se dit c'est pas possible. On parle de problèmes de réchauffement climatique, de santé, de crise énergétique. C'est pas possible que ça continue comme ça en fait. Il y a un business monstre sur le vêtement, sur la fast fashion là, les achats. Tout ce qu'il peut y avoir, compulsif, tout ce qu'il peut y avoir dans les magasins à outrance, la mauvaise qualité. Et le pire après aussi, c'est que on a une logique de consommation, de changement régulier. Tout ce qui, on va dire, on jette pas, mais on met au bassin la Croix-Rouge. Mais faut savoir que derrière se cache une industrie noire en fait d'empaquetage, et qui fait le business de certaines entreprises d'empaquetage dans des gros sacs, qui renvoient ça en Afrique ou autre, et les gens en Afrique savent pas ce qu'ils retrouvent, des trucs avec des trous, ils achètent ça, faut qu'ils les revendent. Enfin, il y a un truc terrible autant dans l'alimentation où ça prend quand même un peu là l'évolution, mais il faut une prise de conscience énorme dans le textile quoi. Ouais. Qui est pas encore là selon vous quoi? Non, parce qu'il y a encore trop de. Enfin, il y a les magasins, mais le pire, c'est les chaînes comme Shein, tout ça, toutes les choses qu'on peut trouver sur Internet. À quelques c'est euros, une prise quoi. de conscience des gens. Et il faudrait quoi pour qu'il y ait cette prise de conscience? Que les gens viennent sur le terrain, voient comment on fait? J'ai peur que la prise de conscience, elle soit que dans l'urgence. Les gens, là, on dit « Ah oui, on va peut-être éteindre le robinet et éteindre la lumière. » Parce qu'on leur a dit il n'y a plus d'eau et vous allez avoir des coupures. Enfin, est-ce qu'il faut en arriver là? On va plus pouvoir s'habiller, donc va falloir. Mais je veux pas dépeindre. Je veux pas peindre un scénario comme ça pessimiste et noir. Hein. Mais c'est qu'il faut. Ça prend du temps, même au niveau de nos instances. Mais ouais, faut évoluer, faut être ouvert à comprendre, se rendre compte. On va pas changer sa garde-robe du jour au lendemain. Moi-même, mon armoire, elle s'est pas remplie de linge-chambre. Mais ouais, c'est plutôt le raisonnable et ouais, se rendre compte des choses et puis et préférer peut-être s'acheter un beau vêtement plutôt que 10. Voilà, c'est changer cette logique de superficiel. Ouais, de surconsommation, c'est clair. Ouais. On espère qu'on y arrivera en tout cas. Et par rapport au lin textile, selon vous, ça va être quelque chose, en tout cas au lin textile français ou européen, je veux dire local, un peu au sens large. Est-ce que c'est une fibre qui va pouvoir vraiment s'imposer à un moment, malgré ces changements climatiques, ou qui va pouvoir peut-être remplacer le coton traditionnel ou le polyester ou ces matières qui sont beaucoup moins écologiques, quoi? Ouais, mais non. Enfin, on n'en est pas là. Même, on pourrait... et si on additionne lin et chanvre, est-ce que les deux lin et ensemble... chanvre, mais après, on peut pas en faire partout. Ouais. Donc, de toute façon, on est beaucoup sur Terre. On peut pas en faire partout. On n'est pas en train d'imaginer un remplacement total du coton par du lin. Ça pourrait être des mélanges, mais encore, comme je vous dis, si c'est 1%, c'est déjà bien. Donc... parce que même si, faudra un énorme changement de concept d'habillement, de consommation, etc. Mais oui, encore une fois, on fera pas du lin en Haute-Savoie. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr. Ouais. Donc de là. Mais on peut l'utiliser, même s'il y en a pas en Haute-Savoie, on peut l'utiliser pour fabriquer des vêtements quand même. Enfin, on peut utiliser du lin d'ici pour fabriquer des vêtements dans le sud de la France. Ah bah oui, non mais voilà. ça évidemment. Ouais. Oui, bien sûr, du lin d'ici, de Belgique ou Pays-Bas, peu importe. Mais oui, non, déjà si on réussissait à transformer le coton en coton bio, après le lin et le chanvre en parallèle, venir sur de la fibre libérienne. Mais
j'ambitionne pas non plus un remplacement total, mais déjà parce que remplacement en coton contre bio, ouais, le lin, parce que derrière il y a aussi des gens qui sont pénalisés par tous ces itinéraires techniques, qui traitent en short les champs de coton. Donc bon, faut voir ça aussi. Mais oui, non, c'est sûr. Ça, on se cache ça quand nous on achète. Mais ça remplacera pas, non. Mais ça peut prendre des parts de marché. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même des gros acheteurs qui s'y mettent, donc c'est chouette pour faire évoluer tout ça. Et je pense que avec le prix, vous voyez quand même la demande des marques. Oui, là il y a Auchan, ouais. il y a eu Jules qui s'est intéressé, mais le prix lui convenait pas. Mais nous, à un moment, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un prix, donc derrière il va y avoir une communication qui est associée au prix. On n'achète pas juste un t-shirt en fait. Comme quand on achète un aliment bio. On n'achète pas l'aliment bio. C'est pas vrai qu'il est plus beau. Des fois, il est tout moche. C'est on achète une façon de produire plus durable, quoi. Et donc avec le t-shirt, ça va être pareil. Il y a forcément une com qui va s'associer pour pouvoir faire la vente. Et c'est ça qui est important. Et le consommateur, il va être fier d'avoir acheté ce t-shirt-là parce qu'il va avoir fait sa part de petites choses, parce qu'il s'est senti responsable, et c'est là qu'il faut arriver. Ouais, on achète une démarche en fait. Ouais. Et donc il y a quand même une demande de la part des oui, et donc j'avais dit au champ, il y a eu il y a Chanel qui s'intéresse un peu, il y a des grandes marques comme ça, il y a eu Monoprix, des magasins qui sortent quand même qui font du débit, quoi. C'est ce que j'allais dire, qui font du volume, et que donc, si eux changent, l'intègrent même ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça fait quand même une différence. Tout à fait. Ok. Bon. Il y a Zara pendant un moment, mais là, ça fait une sacrée évolution. Ça prend, ça évolue. Ok. On essaye de beaucoup communiquer, on prend du temps pour ça. On fait un peu de pub, les grandes journées lin et chanvre bio, une fois par an dans les différents départements lignés. Donc cette année, ce sera en Seine-et-Marne. Et donc là, toute la filière est invitée, et on a des personnalités, si je peux parler. Enfin voilà, on a aussi tous les créateurs, les gens de la mode qui viennent lors de ces journées. Et c'est super parce qu'ils viennent voir dans le champ. Ouais. Ils s'intéressent un peu à l'origine de la fibre. Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, hyper et donc c'est vraiment là, de cette petite association, les chambres bio, qui grandit, qui est super dynamique et qui fonctionne parce que on est tous autour de la table, quoi. Ouais. Et donc, il y a tous les acteurs, les différents, en tout cas les parties prenantes sur la filière. Donc France, Belgique, essentiellement. Voilà. Ok, intéressant. Si je vous dis que vous êtes une personne engagée, vous me répondez quoi ? Oui, je pense. Engagée, parfois un peu trop révoltée, mais oui, engagée, oui. Engagée parce que j'ai un métier qui demande de l'engagement, et parce que je veux donner du sens à mon métier. Ouais. Mais d'ailleurs, ça doit pas être facile quand même, parce que vous êtes une femme, donc dans l'agriculture, ça doit pas être facile tous les jours. J'imagine, enfin, je vous vois hocher la tête, ça va. Ça va. Non, mais il y a des moments où on a l'impression de pas être légitime à notre place, mais globalement, ça change là aussi. Ouais. Oui, maintenant on est beaucoup dans la féminisation. Il y a des groupes de fans productrices bio. Il y a des groupes, on met en avant. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec mes collègues proches, même dans mon métier d'avant. Avec certains historiques, on va dire, vieux de l'agriculture, les entreprises agricoles, certaines fois, mais pas de... Bon, j'arrive à me faire... Ça va, à vous faire respecter plus ou moins. Prendre au sérieux, Dans l'association, il y a plein de filles. Bon, c'est vrai qu'à la tête des grosses entreprises, il n'y a pas trop de filles, mais en même temps, moi, ça me dérange pas trop. Tant tant que vous arrivez à vous faire entendre. Oui, je suis aussi bien entendue et écoutée que mon collègue agriculteur qui est avec moi. Bon, ça va alors. Ce que j'allais dire, vous êtes une femme dans l'agriculture bio, du lin, c'est pas forcément un combat commun. de tous les jours, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un sacré engagement, moi je trouve quand même. Oui. Oui, voilà, oui, déjà, peut-être. Rien que ça, rien que sur le papier. Ok. Et alors, la dernière question rituelle que je pose à toutes mes invitées pour conclure les discussions. Avez-vous des modèles dans la vie ? En fait, cette question, elle m'a fait rire parce que moi, je m'identifie pas forcément. Mais dernièrement, j'ai vu le film de Simone Veil. Et en fait, je crois que cette femme-là, je connaissais pas vraiment toute sa vie comme ça. Je pense que le film est bien fait. Je m'attendais pas à voir ça. C'est un peu en ce moment, on met un peu la femme aussi en avant là, mais du coup j'ai été voir ce film là et ça reflète la femme qui s'engage, qui veut pas se laisser faire, qui a accusé
les coups, les batailles. Alors bon, j'ai une vie bien plus simple qu'elle, hein, mais c'est plus cet acte d'y croire et d'aller au bout des convictions, en fait. Enfin, de tout faire pour, en tout cas. Et de courage et Ouais, ça serait un peu. C'est un sacré beau modèle, moi je trouve quand même. C'est très ambitieux. Ouais. Non, mais c'est bien. Ok. Et ben merci infiniment d'avoir de rien, répondu avec plaisir. à J'espère toutes les questions. C'était assez clair. C'était passionnant, donc merci beaucoup. Merci à Méline d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.